Nous étions en train d'évoquer la crise politique en Guinée où l'opposition a perdu sa manche devant la Cour suprême. L'argument de la Cour suprême, c'est que le recours de la plainte avait été déposée hors délai et devant la mauvaise juridiction, selon donc l'arrêt qui a été rendu par la Cour suprême. Donc là, de côté comme de l'autre, qui doit mettre fin à cette situation? C'est le président ou le vice-président ou le président du Parlement? Actuellement, fondamentalement, c'est le président du Parlement, le président du PAIGC, Pereira Domingos. C'est lui qui doit accepter, puisque les tests l'ont prévu que le deuxième parti qui vient après les élections occupe la deuxième vice-présidente. Or, systématiquement, c'est le MADEM qui a 27 députés qui viennent en deuxième position. Qui suit le PAIGC. Donc, ça dit que ça, là, on n'a même pas à tergiverser là-dessus. Il devait rapidement accepter qu'on le nomme. Maintenant, qu'il laisse les calculs, qui va se présenter, qui ne va pas se présenter. Si tel est le cas, dans ce cas, ils n'ont pas besoin de se positionner alors. Or, dans tout ça, là, les élections présidentielles, c'est dans 6 mois. Maximum, c'est dans 6 mois. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de voir les susceptibilité de l'Assemblée du Parlement avec leur ennemi, président du Parlement. Et or, il faut qu'il arrête ça pour laisser le pays avancer. Le cas, le premier vice-président n'a qu'à être sans pour ne pas être candidat. Justement, le président, c'est-à-dire le président et le premier vice-président sont des candidats potentiels. Maintenant, ils ont peur que s'ils laissent l'autre là, ce n'est pas à eux de laisser. C'est écrit dans les textes. Et qu'ils doivent appliquer les textes qui régissent la République n'a qu'à s'abstenir de se présenter aussi. Normalement, c'est simple. Et si eux le faisaient, et le président Mario va refuser de le nommer Premier ministre, là, on peut accuser également le président, mais pourquoi, depuis ces faits, tu n'appliques pas également les textes parce que il doit nommer le Premier ministre dans la majorité. Donc, l'autre, Domingos, son ennemi, est de la majorité. Donc, automatiquement, c'est lui qui devient Premier ministre. Donc, véritablement, c'est Pereira qui crée des problèmes. Pour le moment, c'est vrai que l'autre aussi, je me dis, il pouvait aussi nommer le Premier ministre. C'est peut-être à la formation du gouvernement que ça va coincer un tout petit peu. Il aurait aussi pu faire le pas. Mais les deux, c'est pourquoi je dis vraiment, si les populations pouvaient un beau matin se réveiller, malheureusement, ce qui n'est pas non plus possible. Parce que la dernière fois, même les partisans de Domingos Pereira ont marché. Donc ça veut dire que chacun a son camp, ses partisans, ses militants, qui, malgré leur souffrance, ne voient pas la nécessité de se débarrasser des deux pour avoir la paix. Mais ils font toujours. Vraiment, c'est ça. En quoi justement, et comment c'est ça. Mais ici, là où la crise bissau-guinéenne n'est pas résolue, c'est que la crise est née du limogeage de Simeoès Pereira, qui va redevenir Premier ministre. C'est de ça que je parle, parce que c'est une question d'humeur et de frustration. Parce que vous imaginez, M. Pereira, il est le président du parti et le chef de l'État, Mario Diaz, membre du parti. Et on ne sait pas par quelle alchimie, parce que justement, il est devenu chef d'État, qu'entre-temps, il y a eu des conflits en tout cas, entre eux. Et il s'est permis de limoger le Premier ministre qui est le président de son parti. Donc, vous comprenez un peu la frustration également de M. Pereira et qui se dit qu'il y a un peu... Et le droit de revanche. Le droit de revanche, il se dit, on va voir jusqu'où nous allons aller avec notre crise. Et c'est ça que moi je regrette, parce que on laisse l'essentiel de côté, et on se bat sur ce qui n'est pas trop important pour le citoyen lambda. Et là, au-delà de tout, j'accuse fondamentalement le chef de l'État, parce que on a l'impression que tous, les deux camps laissent de côté les tests qui régissent le fonctionnement même de l'État. Mais ce n'est pas pour rien qu'il est le magistrat suprême. À un moment donné, il doit donner l'exemple et siffler la fin de la récréation. Or, lui également joue le jeu, parce que justement, M. Pereira, c'est son adversaire. Et donc, au-delà de tout, on peut accuser M. Pereira et l'autre camp, mais je considère que le président de la République, M. Mario Diaz, également ne joue pas son rôle. Est-ce qu'il faut que la CEDEAO revienne à la charge? Mais la CEDEAO n'a pas que le dossier. Non, mais la CEDEAO ne sait pas de saisir du dossier. Le président de la commission, M. Brou Kassi,
il suit les... Il est même de bout en bout. Il me semble qu'il a été même la semaine dernière en Guinée-Bissau. Ce qu'il faut faire, c'est que ça finit par agacer les gens. La CEDEAO, parce qu'on ne comprend pas les personnalités responsables de ce pays puissent se donner à ce genre de jeu et de se tirer les ficelles pour punir la population. Là, c'est dommage. Et l'intervention de la CEDEAO, à quoi faire maintenant, puisqu'il y avait déjà eu des antécédents avec des sanctions. Bon, donc est-ce qu'il faut retourner encore aux sanctions? Oui, je crois que c'est ce que la CEDEAO doit également. Il faut retourner aux sanctions pour voir pour les faire marcher, mais c'est dommage. C'est une manière de ne pas tenir compte de la souffrance des populations, ceux que souvent sollicitent, ceux dont on sollicite souvent les suffrages. Et c'est eux qui sont victimes de la mauvaise foi de ces acteurs politiques. Je crois vivement la Guinée-Bissau doit renaître de ses cendres et revoir le sens normal de la gestion des choses. Sinon, ça fait mal qu'avec ces élections-là, qu'on puisse encore qu'une autre crise, et que la crise encore soit s'envenime et se pérennise. C'est dommage, c'est dommage pour ce petit pays. Je me rappelle par exemple du cas de Madagascar où à un moment donné, quand le pays a frôlé véritablement la crise, la décision, je pense que c'est de l'Union africaine, on a exclu les deux tenants, les deux protagonistes du jeu politique, du moins pour 5 ans. Ici, on les a encore laissés dans le jeu et puis... Peut-être on peut tendre vers là. Non, pourquoi pas? Je crois que si vraiment ils persistent dans leur ego, dans leur posture, je crois qu'il faut véritablement que la CEDEAO finisse par taper du poing sur la table en prenant des décisions fermes à l'endroit des deux. Soit on les suspend de toute activité politique ou électorale en attendant et que les autres peuvent postuler. Parce que bientôt l'élection présidentielle. Il n'est pas exclu que l'un ou l'autre prenne encore les rênes du pouvoir et exacerber tout, maintenir la crise, la flamme de la crise. Alors je crois que quelque part, la solution de Madagascar semble être une piste à explorer et voir qu'est-ce qu'il faut faire à cet effet, parce que vraiment, c'est dommage, c'est difficile à comprendre, c'est inexplicable que des gens issus du même parti, c'est ce qui est vraiment... C'est comme ils sont du même père, même mère. Mais qu'ils aient du mal à s'entendre pour diriger le pays. Mais c'est vraiment terrible, quoi. C'est de la méchanceté à l'endroit des populations qui ont une confiance du mépris, justement. Le pays est véritablement très pauvre, extrêmement pauvre. Mais les salaires ne tombent pas. Ça tombe en compte parce que le pays n'est pas géré, parce que tout est bloqué. Parce qu'il faut un gouvernement, il faut les ministres, et il faut un parlement. Bon, le parlement est élu. Maintenant, il faut que le Parlement se soit mis en place et avec les premiers ministres et le premier ministre qui sera nommé et le gouvernement et puis relancer le pays. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas et c'est ça qui est vraiment dommage. Nous passons au second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. De violents affrontements mercredi opposés des populations autochtones baoulées et des allogènes dioula ressortissant du nord, et ces violents affrontements ont fait des dizaines de blessés, dont 6 membres des forces de l'ordre à Béoumi. C'est à 60 km à l'ouest de Bouaké, dans le centre du pays, où plusieurs maisons et véhicules ont été incendiés. La gendarmerie a dû intervenir en faisant usage de gaz lacrymogène et en chargeant pour séparer les deux camps qui se sont affrontés en raison d'une vieille dispute, querelle entre les transporteurs taxi brousse d'ethnie dioula et les pilotes de taxi-moto d'ethnie baoulé. L'altercation entre un chauffeur de taxi brousse et un conducteur de moto-taxi qui se trouvait à la gare de taxi brousse a ravivé la tension lundi avant de dégénérer en bataille rangée, selon Innocent Kofi, un agriculteur baoulé à Béoumi. Pasteur Edo, voilà une Côte d'Ivoire où entre ethnies, ça ne s'entend pas. Alors, je me demande où est-ce que nous allons en Afrique avec des violents affrontements entre les communautés d'un même pays. Alors, qu'est-ce qui provoque tout ça? Est-ce que c'est des langages politiques? C'est des appartenances politiques? Parce qu'on n'a pas les mêmes opinions. C'est vrai qu'ici, ça a plus attrait aux litiges aussi fonciers. Oui, il y a la question foncière, la question également foncière, sur les transports. Sur les transports. Ce qui se passe là avec plus d'une dizaine de morts.
de blessés. Il y a des morts, je crois. Il y a de blessés. D'une dizaine de blessés. Des dizaines de blessés, dont 6 membres des forces de l'ordre. Je crois quand même que c'est la preuve souvent de, comme je l'ai dit tout à l'heure, des considérations politiques, et quand souvent les gens une partie semble être frustrée et de la manière dont le pays est gouverné, ça peut aussi atterrir à cela. Mais je crois qu'il va falloir quand même que entre les communautés, entre les ethnies, qu'on puisse le langage de vivre ensemble, de la cohésion, de vivre ensemble et de la cohésion puisse passer. Parce qu'on ne peut pas, pour des conflits entre les transporteurs, puissent dégénérer jusqu'à une simple altercation entre les transporteurs, puissent dégénérer jusqu'à des dizaines de blessés. Par balle, le commissaire a reçu 3 balles. Non, donc je crois quand même que qui sont ceux-là qui ont fait usage de balles. Ils ont trouvé des armes. C'est la preuve que il y a des parties de la Côte d'Ivoire au centre, au niveau de Boaké. Vous savez, au centre, parle de Boaké. Et ça remonte encore au passé avec les armées. Et c'était ça le point de départ même de la rébellion. Le point de départ de la rébellion. Bon, donc, ce qui veut dire que les armes circulent encore en Côte d'Ivoire, malgré tout ce qu'on a, les étapes des Nations Unies, les armes. Et cela doit faire craindre. Parce que quand les citoyens ont des armes, à tout moment, ils peuvent tirer sur la gâchette. Et c'est les conséquences que nous avons. Donc, ces affrontements violents qui sont légion en Afrique, dans les pays africains, je crois que ça témoigne quand même du fait que l'autorité du sommet, l'autorité n'a pas la même mise, en fait, n'a pas le contrôle, contrôle de certains espaces du pays. Et vraiment, c'est dommage qu'on assiste à ce genre de choses en Afrique. Mais Magloire, quand ça a pris une telle allure, je pense, Dominique l'a dit, il doit y avoir des morts, parce que j'ai cru l'avoir lu sur Twitter aujourd'hui. Oui. Mais quand ça prend des allures à ce point, même des forces de l'ordre, on tire sur les forces de l'ordre, c'est que c'est extrêmement grave. C'est vraiment grave et c'est symptomatique de la fragilité de la situation en Côte d'Ivoire là-bas. Il faut l'avouer que honnêtement, c'est des signes qui ne sont pas vraiment encourageants pour l'avenir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Moi, on dit une simple altercation entre les transporteurs et on parle des dizaines de blessés, même des morts. Et des gens ont le culot de faire sortir des armes blanches, des véritables armes, toutes sortes d'armes sortent quoi. Et c'est là où ça m'a vraiment fait peur. C'est que vous voyez, quand vous analysez un peu la situation géopolitique de la Côte d'Ivoire, on parle des Baoulés, qui sont les autochtones du centre du pays, et les Djoula originaires du nord. Et vous voyez un peu, quand vous faites un peu le parallèle, voyez-vous, le président Gbagbo, il est un peu du centre du pays, et le président Ouattara, c'est le nord. Comment vous appelez ça, Guillaume Soro. Voilà. Et vous mettez tout ça dans un seul panier, vous saurez que l'altercation en question n'est pas fortuite. Et ça voudra dire que la tension est encore vivace sur le terrain. Et Dieu seul sait ce qui va arriver en 2020, parce que en octobre 2020, ils iront encore aux élections. Et là, je crois quand même que il va falloir que pratiquement toute la sous-région se mobilise pour calmer la situation, parce qu'on a su en 2010 et 2011, quand ça a capoté là-bas, ça a rejailli jusque dans nos pays ici. Et donc tous les pays de la sous-région ont intérêt à aider nos amis de la Côte d'Ivoire à éteindre le feu qui est en train de brûler là-bas, parce que demain, ce n'est pas prometteur, en tout cas selon moi. Alors, Dominique, on écoute souvent les comédiens ivoiriens ironiser sur les ethnies. Vous entendez dans leur comédie les Baoulés, les Djoula. On a l'impression plutôt d'avoir des peuples qui fraternisent, qui sont unis, mais avec ça, on se rend compte que la réalité, elle est tout autre. En réalité, lorsqu'on prend la Côte d'Ivoire, on se dit que c'est un pays qui n'est pas un problème ethnique majeur ou poussé entre les peuples. Mais en réalité, les velléités sont là parce que la rébellion était beaucoup plus composée des gens venus du nord, les Djoula. Et aujourd'hui, Ouattara est venu par là. Alors que Gbagbo, il est du sud, il est bêté. Mais aujourd'hui, l'incident qui s'est passé là-bas, c'est entre les Baoulés et les Djoula.
qui parle de Baoulé parle de Bédié. Ouais. Je suis en train de faire une lecture. Est-ce qu'il n'y a pas des relents politiques à cette époque? Les gens, les Baoulés vont dire que, ben voilà, on vous a laissé régner pendant 10 ans, vous avez promis nous retourner l'ascenseur, et le moment venu, vous avez dit non. Ça peut créer en excluant même Bédié. Actuellement, la question du RHDP, c'est ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, on voit systématiquement, moi je fais une lecture que je me dis que peut-être, bon, ça a l'air, l'incident est parti des disputes sur des transporteurs, mais quelle dispute, il parlait de quoi? Qu'est-ce qui peut les amener jusqu'à un affrontement avec des tirs, des balles réelles, et faire des victimes? Je me dis que ça doit avoir des relents politiques et que quelque part, la guerre entre Bédié et Ouattara, peut-être c'est ça qui se répercute là-bas, et que normalement ces peuples vivaient depuis ils se connaissent, ils vivaient depuis, qu'est-ce qui peut susciter subitement cette situation, et sans ignorer que quelque part le RHD, je crois la dernière fois dans un contrée, je crois non loin de Mans, il y a les responsables du RHDP qui ont quitté en bloc pour rejoindre le PDCI. Ben, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc aujourd'hui, il y a cette transhumance, et sans oublier aussi que les élections locales ont également créé une situation compliquée où parfois certains maires ont été imposés, d'autres débarqués, d'autres suspendus. Donc vraiment la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment sortie de l'ornière, et aujourd'hui je crois que la situation est un peu sérieuse, même si on ne voit pas les velléités du retour à la guerre systématique, mais la situation est un peu sérieuse, que la sous-région, notamment la CEDEAO, doit prendre langue et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment éteindre ce petit feu. Oui, Samuel, je voudrais abonder dans le même sens que Dominique. Vous savez, on va voyager un peu dans le temps. Et quand on sait que la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, c'est en partie dû à l'exclusion, la question de l'ivoirité, et qui a introduit cela, cette notion, c'est Bédié. Et ça, le camp de Ouattara n'a jamais oublié cela. Et vous voyez, la goutte de gérer le pays pendant ces 10 ans, c'est justement Bédié qui s'est joint à lui. C'est des alliances politiques qui normalement, on pouvait dire que c'est fini, c'est l'histoire. Mais en réalité, la politique, c'est ainsi. Aujourd'hui, je trouve un intérêt chez toi, je collabore avec toi. Demain, je peux claquer la porte parce que l'intérêt venant de l'autre côté est plus important que ce que je trouve. Il n'y a pas d'éthique en politique. Voilà, il n'y a pas d'éthique. On fait plus important. Voilà, et vous voyez un peu. Et aujourd'hui, on parle du RHDP. Et c'est ça qui a créé le grand divorce entre le président Bédié et le président Ouattara. Et entre-temps, Guillaume Soro aussi joue son jeu parce que le président Ouattara, vu tout ce que le chemin qu'ils ont fait ensemble depuis, parce que c'est lui qui l'a promis, un rebelle qu'on a formalisé pour imposer à tout un État, le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Mais aussi, il a joué un rôle important. Non, je suis d'accord. Avec le temps, le jeune a pris goût de la politique et veut jouer le premier promis. Que bon, si je veux m'aider un mandat, c'est tout. Bien sûr. Voilà, donc c'est ça quoi. On a compris que le Ouattara aussi ne veut pas tenir cette promesse. Finalement, c'est un roublard, il a roublé. Il veut embasser et le président Bédié et le jeune Guillaume Soro dans leur truc de RHDP, ce que les deux n'ont pas accepté. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. C'est compliqué. En réalité, vous voyez aujourd'hui, les points sont divers. Enfin, il y a plusieurs points qui peuvent poser problème au président Ouattara et qui peuvent être également la cause d'un quelconque parce qu'on pouvait facilement imaginer aujourd'hui l'alliance Guillaume Soro-Bédié. Et ça va être fort. Et également, tout le monde couvert le président. Et le cas Gbagbo n'est pas aussi exposé. Donc, s'ils arrivent à se retrouver 3 contre 1,
Et encore, le comble, c'est que Guillaume Soro va déstabiliser Ouattara dans le Nord. Dans le Nord, et surtout que Guillaume Soro n'a pas encore fini avec les armes. Ça, je crois qu'on le soupçonne tout le temps. On l'a appris il n'y a pas longtemps. Avec son B2B, comment vous l'appelez? Tout récemment, il a envoyé des tonnes de ciment pour arranger, je crois, des écoles ou quelque part dans une localité. Et entre-temps, l'armée a intercepté le camion et on a fouillé de fond en comble ce camion, alors que c'était un don pour résoudre un problème. C'est-à-dire que la complexité de la crise de la Côte d'Ivoire, mais ça devient... Mais comment est-ce que, par exemple, Baoulé, Djoula peuvent aussi facilement se laisser berner, manipuler par ces considérations? Tout à l'heure qu'il y a des relents politiques. On vous dit, mais écoutez, nous sommes Baoulé. Le Baoulé, c'est le PDCI. C'est le PDCI. Baoulé Agni. C'est le PDCI. C'est le PDCI. Et donc, nous, on a porté Lassane Ouattara, qui est du Nord, qui est Djoula. Et aujourd'hui, comme Dominique l'a dit tout à l'heure, il ne veut pas nous retourner l'ascenseur. Alors, je crois qu'il faut commencer par brûler. Il faut commencer par brûler. Enfin, brûler en termes de... il faut créer des situations politiquement parlant. Et donc, avec cet aspect-là, ça risque, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça a de trucs, l'influence de l'incidence sur la politique de Ouattara. C'est lui qui est au pouvoir. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a tout ça là. Les forces de sécurité... on reçoit des balles, tout ça là, c'est à la type, enfin, c'est en défaveur de qui? C'est quand même curieux d'avoir ces armes parce qu'ils ont fait un DDR, Ça a été toujours la même un peu partout. Le phénomène, ça n'a pas totalement donné de résultats. Les gens possèdent encore des armes. Je crois que fondamentalement, vous savez, la politique aussi, les populations ne sont pas aussi des ignorants ou des idiots. Peut-être que Bédié a dit à ses populations, parce que lors de cette première élection où Ouattara Gbagbo s'est proclamé président et que ça a créé la guerre civile, ce que nous savons, mais le PDCI RDA fait le plein dans cette zone de Baoulé, Agni et autres là. Je crois ils ont mis le paquet. Maintenant, ce PDCI, Ouattara avait besoin pour la deuxième élection, pour vraiment sortir tête haute. Et quel discours Bédié doit avoir tenu? Non, votez pour mon frère, c'est mon frère, il dit qu'il va faire 10 ans et le pouvoir va nous revenir. Donc, maintenant, le même Bédié, face au refus de Ouattara de lui retourner le pouvoir, quel discours va tenir? Puisque au fait, les mêmes peuples sont ensemble toujours, les Malinqués ou les Djoula, ils sont toujours ensemble dans les localités hautes là. Et votre frère a refusé de nous donner le pouvoir, pourtant nous l'avons soutenu pendant 10 ans. C'est un véritable mépris. Et et les populations peuvent distiller. Utiliser ce couloir. Et les politiciens et les politiques peuvent distiller ces infos. Et les populations vont reprendre ça encore. Et ils vont voir à leur frère Djoula, avec qui ils mangent, ils boivent, ils sont ensemble, que c'est votre frère Ouattara qui est mauvais ou bien qui est malhonnête. Bon, moindre incident, ça peut dégénérer. Et je crois que c'est ces petits trucs que nous voyons. Et que, sinon, en réalité, comment une dispute, les gens se disputent. Tous les jours. Surtout dans une gare, c'est la chose la plus... Les gens de même famille. Où s'insultent. Les gens s'insultent à tout moment. Donc, jusqu'à ce que ça dégénère, jusqu'à ce que des hommes sortent, qu'on tire sur les forces de sécurité. Maintenant, quels sont ceux-là qui avaient des maisons, des véhicules? Quels sont ceux qui détenaient ces armes? Et quels sont ceux qui ont été plus agressifs? La moindre occasion pour les sortir. Donc, tu vois, vraiment, je crois que ça a l'air banal, mais c'est un peu sérieux. Ouattara avait dit qu'il ne se passerait rien en 2020. Il doit revoir son discours. Ben, on attend de voir. Tu veux qu'ils disent qu'il va se passer quelque chose? En tout cas, si demain sera bon, c'est dès aujourd'hui qu'on le sent. Ça sent mal. Et moi, je dis, le président Ouattara également a son mot à dire pour pouvoir calmer le pays parce qu'on semble que son discours vacille. Ça vacille. Il a dit de façon pompeuse que il va falloir
transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Mais il est en train de combattre les jours passent, la nouvelle génération. Voilà, on est en train de voir un autre Alassane Ouattara avec un autre discours. Et ça aussi, ça peut également frustrer des gens. Parce que, vous savez, comme je l'ai dit, la crise de 2010, ça a vraiment joué psychologiquement sur les Ivoiriens. Et quand on sait que on a seulement vu un seul camp fautif, depuis là, un seul camp fautif, et on a embastillé ceux qu'on pouvait embastiller, surtout le camp de Gbagbo. Aujourd'hui, la nature ayant réduit sa justice, eh ben, il a recouvert, enfin, il recouvre sa liberté avec son ami de toujours, et Chables Goudé, sa femme également. Mais je crois que on annonce très bientôt le retour du président Gbagbo au pays. Et ça aussi, il me semble que le président Ouattara doit savoir jouer sur les mots, sur les pas qu'il pose, pour ne pas enflammer la situation, parce que ça va être très délicat. C'est vrai que peut-être lui sera de retour au pays avec un cœur ouvert, mais politiquement, il te dit qu'il viendra avec un cœur ouvert. On va enfermer sa femme, enfermer lui, ses enfants et tout ça. Tu crois qu'il viendra, dit que Ouattara, tu es bon, tu es indication. D'accord, on va aller à la pause et on revient après le journal.